On a dit déjà depuis ce matin voilà, l'amour que Jean Dercourt avait pour les cartes géologiques. Vous savez qu'il a été l'un des coordonnateurs d'une édition de la carte au million. Et donc, maintenant, Pierre Nelly, qui est le directeur des sciences géologiques, c'est assez long le titre, hein, disons des programmes de cartographie géologique au BRGM, voilà, va nous lever cette interrogation, on va regarder le sous-sol et puis nous dire où en est la connaissance géologique du sous-sol du territoire national. Merci pour cette introduction. Oui, effectivement, je vais essayer de vous présenter un peu l'état de la connaissance géologique du territoire national. C'est un sujet sur lequel Jean Dercourt s'est beaucoup investi, comme on le verra par la suite. Et donc, je remercie François Baudin de m'avoir invité cette journée d'hommage pour en faire état. Alors. Et, non. Voilà. Donc, ce dont je vais vous parler là, c'est tout d'abord pourquoi s'intéresser au sous-sol. On verra que le sous-sol, c'est un enjeu majeur. On verra que ça repose sur la connaissance actuelle repose sur un savoir ancien. On verra quels sont les principaux réservoirs de données et de connaissances disponibles actuellement et qui renseignent donc sur la nature et la structure du sous-sol. Je parlerai rapidement, mais sans rentrer dans le détail, des produits thématiques dérivés. On n'aura pas le temps de rentrer dans le détail. Comment y accéder aussi. Et puis, ce qui est fait aujourd'hui pour améliorer cette connaissance du sous-sol. Alors ça ne vous étonnera pas, hein, si je dis que la connaissance du sous-sol, c'est un enjeu majeur. C'est le cas depuis longtemps, mais avec des priorités qui ont été un peu changeantes. Voilà, aujourd'hui, il y a tout un ensemble de questions qui sont pensées ou qui sont posées, les géosciences sont interpellées sur ces sujets, alors que ce soit sur le changement climatique, dans ses adaptations et l'atténuation, ça a été évoqué ce matin aussi, hein, et puis sur la viabilité durable de la transition écologique, dans ses recours au milieu et aux ressources naturelles. Ça aussi, c'est un sujet qui a déjà été abordé ce matin. Sur les risques naturels, qui sont exacerbés par le changement global et de nouvelles vulnérabilités. Sur les référentiels et les savoirs, au cœur de la connaissance de la planète, et puis sur le développement territorial, la compétitivité. Alors, fournir des éléments de réponse à ces questions, c'est quelque chose qui exige de disposer de données de référence et d'une connaissance fiable du sous-sol. Et c'est là quelque chose qui est au cœur de la mission d'un service géologique national qui, en France, est porté par le Bureau de recherche géologique et minière. Alors, j'ai dit que ça reposait sur un savoir ancien, oui, très ancien même, hein, c'est plusieurs millénaires, mais j'ai choisi d'illustrer ce fait par une gravure de Heinrich Gross, qui illustre des travaux d'exploitation d'un filon minéralisé dans les Vosges au début du XVIe siècle. Et donc, ce savoir a été développé principalement et conservé principalement pour explorer et exploiter les ressources du sous-sol. Et puis, il y a eu une accélération de ces connaissances qui accompagnaient l'histoire de l'humanité et la révolution industrielle. Voilà. Donc, quelques grandes étapes dans l'acquisition de ces données et de cette connaissance. Tout d'abord, une carte éditée en 1746, donc il y a plus de 250 ans. C'est une carte qui montre la distribution de tout un ensemble de ressources minérales du sous-sol et puis aussi une logique dans la distribution. On met en évidence une logique dans la distribution de ces ressources minérales. Une deuxième carte, donc en 1822, donc il y a 2 siècles, première carte géologique,
de la France, avec les principaux ensembles, massif armoricain, massif central, les bassins sédimentaires, etc. Et puis une troisième carte, hein, qui est première carte géologique au sens moderne du terme, et qui donc a été produite en 1841, avec des levées donc, qui ont été réalisées au 500 millième, et puis un programme en accompagnement donc, de cette cartographie, enfin, qui a précédé et poursuivi, de cartographie géologique donc des départements. C'est un programme qui n'a pas été complètement abouti parce qu'en fait, les échelles de représentation et le détail de ces cartographies départementales étaient très, très disparates. Une date importante, c'est 1868, avec la création du service de la carte géologique de France. C'est une mission donc, qui a été confiée à ce service de la carte géologique de France, qui est de réaliser une première cartographie donc, au 80 millième de l'ensemble du territoire national. Donc, une France donc, découpée en 267 feuilles, et c'est un programme qui aura vécu donc, un siècle, jusqu'en 1968, et qui a produit donc, plusieurs éditions de ces cartes au 80 millième dans certains secteurs. Elles ont été utilisées pour produire donc, tout un ensemble de synthèses au 320 millième. Et je souhaite mettre en exergue donc, 2 points du rapport donc, à l'empereur qui accompagnait donc, ce décret. Le premier donc, qui dit ce n'est pas seulement le monde savant qui poursuit ses recherches sur le mode de formation des masses qui constitue l'enveloppe terrestre. La géologie a son domaine utile et concourt d'une manière vraiment efficace au progrès de l'agriculture et de l'industrie. Elle est également un guide pour l'exécution des travaux publics. L'ingénieur qui étudie le tracé d'un canal ou d'un chemin de fer ne peut pas se passer de ses lumières sans s'exposer à des erreurs dispendieuses. Le deuxième point donc, que je souhaite mettre en avant, c'est que peut-être donc ce décret hein, des cartes géologiques, il est reconnu que les cartes géologiques doivent varier dans leur confection selon le genre d'utilité auquel elles sont destinées. Des propriétaires, des constructeurs, des exploitants de mines ou de carrières ont besoin de connaître la nature et la disposition de toutes les couches qui se rencontrent, tant les couches solides que les dépôts d'alluvions, etc. Donc, un besoin donc, de développer cette connaissance donc, pour tout un ensemble d'usages qui sont et peuvent être différents. Hop là. Problème dans le déroulement de slide. Sans attendre à la fin donc, de ce programme, au 80 millième, il a été décidé donc, de lancer un programme de cartographie au 50 millième en accompagnement des premières cartes géographiques au 50 millième, donc, qui sont apparues au début du XXe siècle, avec donc, les premières cartes donc, au 25 millième qui apparaissent, qui sont disponibles dès 1925. Et en 1967, donc 100 cartes sur les 1000 prévues, donc étaient disponibles. Il a été décidé alors, en 1968, de rattacher le service de la carte géologique de France au Bureau de recherche géologique et minière. Alors aujourd'hui, la quasi-totalité des 1000 cartes pour le territoire national est publiée. Il ne reste qu'une dizaine de cartes dans le processus d'édition. Donc, les levées sont terminées. Par contre, voilà, il reste, les maquettes sont à terminer, ainsi que des éléments, des notices qui accompagnent donc, ces cartes. C'est un programme donc, qui aura impliqué plus de 3000 collaborateurs, donc pas uniquement du BRGM, mais aussi de l'ensemble de la communauté académique. Alors, parallèlement à la réalisation des cartes, donc 50 millième, a aussi été réalisé tout un ensemble de cartes de synthèse au 250 millième. Ces levées donc, ont servi à réaliser une carte géologique au millénium, plusieurs cartes géologiques au millénium. La 6e édition a été produite et distribuée donc, en
1996 avec une édition révisée qui a été réalisée en 2003. Là aussi, c'est quelque chose qui a impliqué une centaine de géologues, pas uniquement du BRGM, mais aussi du CNRS, des universités françaises et étrangères, et puis de services géologiques étrangers. Cette carte géologique au millénium, elle a été permise, rendue possible grâce à au souhait, à la motivation, à l'enthousiasme de quelques personnes, dont Jean Dercourt. Jean Dercourt a présidé le comité scientifique en charge de la production de cette carte géologique en 1996. Et Jean Dercourt a aussi été, je tiens à le signaler, président du comité de la carte géologique de France de 1986 à 1992, à une époque où le programme de cartographie au 50 millième était à mi-parcours, donc vraiment une période charnière où il s'agit en fait de maintenir une dynamique et puis de mener un programme à son terme. Un deuxième grand réservoir de données, au-delà donc des cartes géologiques, c'est ce qu'on appelle la banque de données du sous-sol. Alors, la banque de données du sous-sol, c'est une base de données qui répertorie et bancarise les descriptifs géologiques, hydrogéologiques et techniques des ouvrages souterrains, que ce soit des forages, des sondages ou des travaux de fouilles, généralement d'une profondeur de plus de 10 mètres, sur l'ensemble du territoire français, en métropole et à l'outre-mer. Mission régalienne et pérenne depuis 1941, et actuellement, il y a plus de 900 000 ouvrages bancarisés et intégrant plus de 3 millions de scans. Alors, les informations relatives à la BSS sont rassemblées dans des dossiers archivés dans chaque direction régionale du BRGM, en métropole et à l'outre-mer, sur le territoire donc, de sa compétence. On trouve donc là des cartes, des figures, des listes de valeurs, des notes, des rapports attachés à ces ouvrages. Très rapidement, voilà un peu la distribution donc, de ces directions régionales qui collectent ces informations. Donc, 13 directions régionales, 5 délégations régionales dans les régions où il y a plusieurs implantations. C'est le cas en Occitanie, par exemple, en plus de Montpellier, de Toulouse, en Auvergne-Rhône-Alpes, ou au-delà de Lyon, donc il y a Clermont-Ferrand, ou dans le Grand Est, ou en plus de Nancy, donc il y a Reims et Strasbourg. Une implantation donc en charge de collecter ces informations. Voilà donc au-delà de l'outre-mer à gauche, à droite, une représentation de la densité de ces informations sur le territoire national. Ce qu'on voit ici, c'est que les métropoles, les alentours des métropoles, ont une densité d'informations largement supérieure à 20 ouvrages par kilomètre carré donc, renseignés. Et puis aussi des densités importantes, principalement le long des principaux axes fluviaux et routiers, ferroviaires, etc. Donc une couverture très importante de l'ensemble du territoire national. Et donc renseigne sur la troisième dimension, au-delà des cartes géologiques, renseigne aussi sur ce qui se passe sous ces cartes géologiques. Alors ces ouvrages donc, sont déclarés au titre du code minier pour les ouvrages de plus de 10 mètres de profondeur. Il y a aussi des ouvrages liés à des forages d'eau à usage domestique, ou aussi les installations, ouvrages, travaux et aménagements soumis à la loi sur l'eau, ou les forages au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement. Ces ouvrages donc, sont déclarés auprès des réals, des mairies, des préfectures, et puis ensuite viennent alimenter la base de données donc, du sous-sol. Classiquement, ce qu'on y trouve, c'est un log lithologique, c'est une coupe technique, ça dépend de l'importance de l'ouvrage en question, et puis des informations stratigraphiques quelquefois, et puis des diagraphies lorsqu'elles existent, lorsqu'elles sont réalisées. Alors, au-delà du domaine terrestre, il y a aussi un domaine maritime français, donc en France et à l'outre-mer, et là aussi, donc, il y a tout un ensemble de données, de connaissances qui sont acquises et bancarisées et mises à disposition, que ce soit sur les cartes au 50 millième, qui ne s'arrêtent pas au littoral, qui se prolongent en mer pour la plupart d'entre elles,
aussi pour les cartes de 150 millième ou au millionième, comme la dernière édition de la carte millionième de la France. Il y a aussi, donc, au-delà des ouvrages que j'ai mentionnés, de la banque de données du sous-sol qui renseigne donc les ouvrages, l'information ponctuelle. Hein. Il y a aussi, ces informations ponctuelles sont aussi disponibles dans le domaine marin, qui est illustré ici donc en bleu. Et puis, il y a aussi un troisième type de données dont je vais parler tout à l'heure, qui concerne les profils sismiques donc acquis sur le territoire national. Le BRGM gère donc pour le compte de ses tutelles l'ensemble des données brutes liées donc aux acquisitions sismiques qui ont été réalisées principalement dans le cadre d'exploration pétrolière, et le territoire national est couvert par plus de 400 000 km linéaires donc de profils sismiques. Pour beaucoup d'entre elles, elles peuvent être réutilisées, réexploitées, réinterprétées et alimenter donc la connaissance géologique dans un ensemble de domaines ou de sujets. En violet aussi, donc des données sismiques acquises directement par le BRGM en lien avec tout un ensemble de projets qui sont bancarisés aussi et mis à disposition. Autre réservoir de données, je passerai très vite là-dessus, c'est la banque de données gravimétrique avec 430 000 stations donc, qui sont décrites et mises à disposition. Autre réservoir de données qui permet une connaissance importante du sous-sol, avec un investissement important du BRGM, c'est 20 dernières années à peu près. Ça concerne la géophysique aéroportée et héliportée, que ce soit des acquisitions magnétiques ou de spectrométrie gamma, qui est fonction en fait des teneurs en uranium, thorium et potassium, donc qui renseignent sur la proche surface, magnétique, données magnétiques plus profondes, ou une information intermédiaire entre la proche surface et le domaine un peu plus profond, lié principalement obtenu par des moyens donc, électromagnétiques héliportés, avec des acquisitions importantes qui ont eu lieu à l'outre-mer et qui permettent tout un ensemble d'exploitations, que ce soit pour la maîtrise de l'aléa, la prospection de nouvelles ressources en eau ou pour l'aménagement. Donc là, c'est pour les données EM, hein, classiquement, c'est la tranche 100-200 mètres qui est décrite et qui permet donc de spatialiser des informations ponctuelles, cartographiques, de type forage en 3D. L'ensemble de ces informations donc, est validé d'une part hein, pour subir un traitement et puis diffusé. Donc, il y a tout un système d'information numérique qui gère l'ensemble de ces données et de ces connaissances donc, cartographiques, conceptuelles, géophysiques, et avec la mise à disposition donc, de ces données. J'en parlerai tout à l'heure. Donc, les principaux portails qui mettent à disposition ces données, c'est tout d'abord Infoterre. Infoterre, donc, qui met à disposition, bien sûr, les cartes géologiques que j'ai mentionnées précédemment, mais aussi les dossiers du sous-sol, les KDSS, les forages d'eau, les sites industriels, les mouvements de terrain, les cavités souterraines, les informations en lien avec l'aléa retrait-gonflement, etc. Autre réservoir autre portail hein, qui permet d'accéder à tout un ensemble d'informations sur le sous-sol, un portail important, c'est le portail donc, Mineral Info, qui permet d'accéder aux titres miniers, qu'ils soient échus ou actifs, mais aussi aux données qui concernent les carrières, voilà. Le troisième portail important, c'est le portail Minergie, donc, réalisé pour le compte du ministère de la Transition écologique et le ministère de l'Économie et des Finances, et qui, lui, met à disposition l'ensemble des forages hydrocarbures, donc plus de 6000 forages profonds,
réalisés sur le territoire national, qui sont très riches en contenu, et aussi donc, les études sismiques, 2D, 3D, les titres miniers hydrocarbures, et puis aussi les titres miniers géothermiques qui sont mis à disposition donc, sur ce portail. J'ai évoqué les produits numériques, mais il y a aussi des données papier. Une carte géologique donc réalisée, continue à être réalisée par le service géologique national, continue à être mise à disposition et sont disponibles auprès de BRGM Édition. Et puis, il y a aussi donc, un programme donc, de production de nouvelles cartes géologiques thématiques à finalité pédagogique, comme ici, une carte de Lyon et de ses environs, donc, qui a été produite cette année et qui a été rendue disponible donc, lors de la réunion des sciences de la Terre à Lyon il y a un mois de cela. Bien sûr, ces données, ces connaissances voilà, sont utilisées pour produire tout un ensemble de modèles 3D qui permettent ensuite des simulations multiphysiques pour tout un ensemble d'usages. Alors bien sûr, si je reviens un peu à la carte géologique, c'est la carte géologique au 50 millième, c'est quelque chose, ces cartes ont été acquises sur une durée longue. Pour beaucoup d'entre elles, elles sont antérieures à la tectonique des plaques, au concept de stratigraphie séquentielle, au géoréférencement spatial, en particulier permis par le développement du GPS. Donc, une évolution des concepts qui a accompagné cette période, mais aussi des progrès scientifiques et techniques qui sont à l'origine de nouveaux outils. On l'a vu pour la géophysique aéroportée et portée, mais aussi des nouveaux besoins d'exploitation de ces données. Alors, ça nous a amené à lancer un nouveau programme, relais donc, du programme de cartographie géologique de la France, qui s'intitule le programme de référentiel géologique de la France, avec comme ambition donc, de reprendre l'ensemble des données et des connaissances acquises, de numériser celles qui n'ont pas été, d'harmoniser cette connaissance, et puis de développer donc, une nouvelle plateforme géoscientifique. Tout ça, donc, répondre aux besoins. Avec une stratégie donc, qui a été mise en œuvre, une approche par grands chantiers régionaux. C'est impossible de tout couvrir de front. Donc, il a fallu faire des choix. Le choix qui a été fait, c'est d'identifier des ensembles régionaux, des ensembles géologiques régionaux qui permettent donc de lever les brevets scientifiques et puis aussi d'intégrer en 3D les données connaissances disponibles nouvellement acquises. Tout ça dans le cadre d'une communauté élargie, donc pas uniquement le BRGM, mais aussi l'ensemble de ses partenaires académiques et au-delà. Et puis, troisième point, concernant la stratégie qui a été adoptée, c'est un fonctionnement par appel à manifestation d'intérêt auprès de l'ensemble de la communauté des géoscientifiques, au sens large, et donc pour le choix des chantiers et des thèses. Alors, donc, concernant les appels à manifestation d'intérêt pour la sélection des grands chantiers régionaux, c'est ce qui est pris en compte pour la sélection de ces chantiers, ce sont les questions scientifiques, mais pas uniquement, c'est aussi en compte les enjeux socio-économiques. Et il y a eu un premier chantier en 2013, un démonstrateur qui devait être ce programme par la suite, un démonstrateur sur les Vosges et le Pau-Sérénan. Et en 2013, donc le lancement officiel de ce nouveau programme avec un appel à manifestation d'intérêt donc pour de nouveaux chantiers, il y a eu plusieurs propositions. Celui qui a été retenu, c'est un chantier sur les Pyrénées.
et qui s'est terminé il y a plus d'un an de cela. Sans attendre la fin de ce chantier, il avait été décidé donc, de lancer un nouvel appel à manifestation d'intérêt. Et deux grands chantiers ont été sélectionnés donc en 2017. Ils ont démarré depuis, un sur les Alpes et puis un autre sur le bassin parisien, avec une demande de focaliser les moyens sur le bassin parisien, uniquement sur le cœur du Cénozoïque de ce bassin, qui concentre l'essentiel des enjeux socio-économiques. Dans le cadre de ces chantiers, donc, il y a aussi des appels à manifestation d'intérêt pour des thèses. Il y a actuellement, donc, sur les deux chantiers Alpes et bassin parisien, 23 thèses en cours. Donc, c'est quelque chose de structurant important sur la communauté des géosciences. Et ces deux chantiers, donc Alpes et bassin parisien, en cours actuellement, sont à peu près à mi-parcours. Quelques mots rapides sur la gouvernance de ce programme de référentiel géologique de la France. Donc, c'est quelque chose qui associe étroitement le BRGM. C'est le ministère de tutelle, donc en charge de l'environnement, de la recherche et de l'industrie, et puis l'ensemble de la communauté des géosciences. Donc, avec un comité directeur qui associe le BRGM, le tutelle et la communauté des géosciences représentée par le CNRS INSU. Et puis, il y a aussi donc, un conseil scientifique élargi avec 42 membres dans lesquels sont présents les principaux laboratoires actifs dans le domaine des géosciences. C'est donc un conseil scientifique qui est présidé par Laurent Joly. Adossé au programme du RGF, il y a tout un ensemble de projets connexes. Je ne vais pas tous les citer ici, mais il y en a un très important, emblématique, que je souhaite mentionner, avec un programme sur 5 ans, qui s'est terminé en début d'année par un colloque de restitution avec l'ensemble des données, des connaissances acquises, des publications réalisées, qui sont des atlas aussi, réalisés et qui sont disponibles donc, sur un site convergedmargins.com. Alors ce programme avait comme ambition de développer une nouvelle méthode d'analyse des processus géodynamiques, de rifting, de convergence, d'orogénèse et leurs effets donc, sur les avant-pays. Une illustration, un exemple de réduction de résultats que je souhaite mettre en avant, mais il y en a beaucoup d'autres. Un numéro spécial du BSGF qui est prévu là-dessus. C'est en particulier donc, la production d'un atlas de cartes paléogéologiques qui pourrait illustrer les dynamiques d'altération des régions de transport-sédimentation, donc dans une logique source to sink et induit donc par les déformations verticales. Et c'est sans doute quelque chose qui aurait intéressé Jean Dercourt s'il avait toujours été là. Et je vais m'arrêter là. Merci. Pierre, pour cet état des lieux de la connaissance géologique du sous-sol national, de là où on est le RGF. Est-ce qu'il y a des questions? Prochain appel d'offres pour le RGF. Prochain chantier. Pas prochain chantier, je prévois de faire un nouvel appel à manifestation d'intérêt pour des thèses sur les deux chantiers Alpes et bassin parisien l'année prochaine. 2022, et puis un nouveau chantier, ça sera pour 2024-2025. Possiblement aussi un petit bout avec le chantier actuel. Le problème pour des simples amateurs de géologie, c'est la consultation des cartes au 50 millième. La consultation des cartes au 50 millième, elle était possible à la Cité des Sciences, à la Villette. Il n'y en a plus une. On ne peut pas emporter chez soi pour la consulter correctement une carte géologique. Ça n'est plus possible.
Donc j'en ferai état auprès de BRGM Éditions. Ça, c'est un élément de réponse. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc, vous signalez qu'on ne peut plus consulter sur un site unique parisien l'ensemble des cartes géologiques disponibles sur le territoire national. Alors sinon, donc ça, on verra ce qu'on peut faire, sachant qu'elles sont disponibles bon, à l'université quand même. Je pense que l'essentiel, tout le stock est disponible à la SGF. Et puis elles sont consultables aussi sur nos sites, hein, enfin, tout un ensemble de sites. Bon, oui, il y a une limite de zoom en descendant et en montant, effectivement. Oui. 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 Mais donc, il faut passer par, je pense, la SGF, hein, c'est un bon lieu. Mais c'est vrai qu'anciennement, jusqu'à il y a quelques années, nous avions donc ici, sur le site de la Maison de la Géologie, un centre d'accueil du public, donnant accès donc, à l'ensemble de ce fonds. Pas uniquement cartographique aussi. Mais il existe quand même sur Paris des lieux de ressources pour consulter ces cartes, hein, ici ou à l'université. Est-ce que le lithium dans les eaux géothermales fait partie de ces recherches, de ces collections, disons, puisque en Allemagne, vu qu'ils étaient très en pointe là-dessus, il y a des ressources en Alsace, par exemple. Effectivement, donc je n'ai pas tout le détail là-dessus, mais voilà, je n'ai pas tout le détail là-dessus, mais il y a des travaux en cours, des projets de recherche en cours qui concernent l'exploitation donc du lithium dans les eaux géothermales. Mais ça, ce que j'en sais, peut-être d'autres personnes ont plus d'informations dans la salle, on en est toujours au stade de la recherche. Et c'est pas donc le BRGM bancarise, fait son maximum pour bancariser toutes les données disponibles. Ça va bien au-delà de ce que j'ai présenté. Hein. Ça concerne aussi les données géochronologiques, ça concerne les données géotechniques ponctuellement, etc. Et aussi donc des données géochimiques. Donc les bancariser, développer les systèmes d'information associés et puis les mettre à disposition. Mais le sujet évoqué, là, oui, c'est un sujet important, qui fait l'objet, oui, de discussions, de propositions. On est en train de travailler sur un grand programme national, programme de recherche, qui rentre dans les investissements d'avenir actuels et qui intègre cette composante-là. Merci Pierre, merci à tous les orateurs de cette matinée. On va maintenant faire une pause d'une heure et demie qui permet, je pense, avec les ressources qu'il y a dans le quartier, de nourrir. Je vous donne rendez-vous alors entre 13h30 et 13h45. On commencera vraiment à 13h45 pour tenir le timing, comme on l'a fait. Merci, c'est bien.